Franc-parler. Ici, Radio Cotonou, 10h30. Bienvenue dans votre tribune hebdomadaire Franc-parler. À l'heure du numérique, la protection des données personnelles est devenue une priorité. L'autorité de protection des données à caractère personnel veille à garantir la sécurité, l'éthique dans l'utilisation de ces informations. Au cours de ce numéro de votre tribune hebdomadaire Franc-parler, eh bien, nous allons explorer les missions, le cadre juridique, les actions de l'APDP sur le terrain, tout en discutant bien évidemment des défis à venir afin de cerner davantage comment l'autorité de protection des données à caractère personnel s'investit dans l'éducation au numérique. Et pour mieux appréhender les enjeux, missions et perspectives de cette instance qu'est l'autorité de protection des données à caractère personnel, nous recevons ce matin le président de la dite institution, M. Luciano Ronkponou. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. Davo. Et merci de votre disponibilité. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Ghislain Agbangba nous permet d'investir, bien évidemment, les différentes demeures, d'être présent chez vous et autour de vous. Et c'est Job Tikpe qui assure notre présence sur les différentes plateformes digitales. Merci à toute l'équipe. En direct, je suis Loris Freddy Davo. Et pour commencer, nous allons apprendre à connaître l'instance. Qu'est-ce que l'APDP? Pourquoi l'autorité de protection des données à caractère personnel dans une république comme la nôtre? Alors je vous remercie, M. Davo, pour votre question et vous remercie également pour m'avoir invité ici ce matin dans vos bureaux. C'est un devoir. Alors l'autorité de protection des données à caractère personnel est une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière et également d'une autonomie de gestion. L'APDP, pour ainsi dire, est donc une institution classée parmi les institutions de souveraineté de l'État. Elle veille en réalité à ce que les technologies de l'information et de la communication ne comportent pas de menaces au regard des libertés publiques et de la vie privée. C'est ce que je peux dire tout de suite à chaud avant qu'on ne rentre de ce que c'est que l'instance. Quelle est la pertinence pour la République du Bénin de se doter de cette instance? Alors, la République du Bénin, à l'instar des d'autres nations, bien évidemment, ne doit pas rester, pour ne pas se répéter en reste, en quelque sorte, ne doit pas fonctionner tout seul dans le concert des nations, et donc à cette obligation de se doter de cette institution qui, en réalité, n'est pas une nouvelle institution. Elle existe depuis suffisamment longtemps. Par le passé, c'était plutôt la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, comme en France. Et au fur et à mesure les réunions au niveau des instances régionales, il a été adopté le terme d'autorité de protection des données personnelles qui en réalité est un terme plus parlant, c'est un terme qui permet au commun des mortels de comprendre un peu mieux ce qu'on veut dire par là par rapport à la Commission nationale informatique et liberté. Alors l'APDP veille donc à ce que les traitements de données à caractère personnel... Pour ne pas évoquer la mission indirectement. Exactement, j'ai bien compris. Que justement les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du livre 5e du Code du numérique. En réalité, l'APDP... Le fameux Code du numérique. C'est ça. L'APDP est donc encadrée par la loi, plus précisément le Code du numérique, dans le livre 5e de ce code. Donc c'est la loi portant Code du numérique, qui est la loi du 20 avril 2018, portant Code du numérique en République du Bénin. Et donc, pour revenir à la question plus précisément, les missions principales. Je vous dirais tout de suite, il s'agit d'informer et de conseiller les citoyens et les responsables des traitements sur leurs droits et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel. Quand on parle de responsables de traitement, en réalité, on parle des personnes qui sont en charge de collecter des informations relatives à un individu. Par exemple,
nom, prénom, numéro de téléphone, sexe, ethnie, tout ce qui permet d'identifier un individu. Et donc la personne en charge de collecter ces informations, évidemment, est appelée la personne en charge du traitement des informations. Et donc, comme mission principale, nous avons cette mission d'informer, de conseiller. Nous avons également comme mission d'émettre des recommandations et des avis motivés sur des questions relatives à l'application des principes fondamentaux et du régime de la protection des données personnelles. On aura des cas, par exemple, où des institutions vont nous saisir par rapport à des projets, des textes. On donnera des plaintes. Des plaintes, oui. Des cas de violation. C'est ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais déjà des plaintes ou des avis qui permettront, en nous demandant de donner notre expertise en ce qui concerne la protection des données. Est-ce que les textes qu'ils ont eu à écrire sont conformes au code du numérique? Ça fait partie de nos missions. Également, il s'agit d'apprécier et de traiter les demandes. De traiter donc les demandes des données personnelles et de ce point de vue procéder à des contrôles de vérification tout simplement. Par exemple, nous avons au niveau de la PDP un service qui s'occupe par exemple de faire des missions de contrôle sur le terrain. Je suis par exemple dans ce studio. Je regarde, il y a peut-être des caméras qui sont installées. Est-ce que ces caméras respectent la protection de la vie privée des personnes qui viennent dans ce local? Et pour ça, la PDP, le Code du numérique, a prescrit la façon dont des caméras devraient être installées pour ne pas toujours pour préserver, pour ne pas enfreindre ou pour préserver la vie des personnes qui passent ici. Donc il y a comme mission pour nous de faire des contrôles dans ce sens et de mettre en demeure. Et c'est là où peut-être ça devient très sérieux, de mettre en demeure les personnes qui ne se seraient pas mises en conformité avec le code du numérique. Eu égard à cette activité, par exemple. Et vu votre dernier exemple m'inspire une petite question. Vous savez, dans certaines instances de la place, pour ne pas citer les instances, les institutions bancaires et autres, il y a des caméras un peu partout. Alors là, est-ce qu'on est en droit même en tant que citoyen de se poser de questions ou de vous saisir la PDP? Oui, absolument. Vous êtes en droit de le faire. Et d'ailleurs, les banques et les structures qui utilisent les caméras sont tenues de se conformer au code du numérique. Comment ça se passe? C'est simplement en se rapprochant de la PDP. Il y a un dossier qu'il faut constituer. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Et l'objectif de ce dossier, c'est de demander une autorisation pour pouvoir installer des caméras en se conformant au code. Oui. Et pour donner un exemple très simple, en principe, quand vous pénétrez dans un établissement où il y a des caméras, pas cachées, mais en tout cas des caméras, la structure a l'obligation de mettre un pictogramme déjà qui vous dit attention, pour vous le signaler dans un lieu où vous êtes filmé. Ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est de... On se surprend même parfois d'être suivi ou surveillé ou... Oui, effectivement, monsieur Davo. Et donc, des minutes après. C'est ça. Donc dans ce sens, ces structures ont l'obligation donc d'apposer ces pictogrammes que nous avons au niveau de la PDP, qui sont d'ailleurs vendus, et qui sont donc apposés dans les structures en respectant les conditions qui sont fixées par la loi. Et ces conditions pour signaler aux usagers qu'il y a, il y a présence de caméras dans cette institution, dans cette instance, dans cette place. Voilà, par exemple, pour signaler effectivement aux usagers, et nous avons le devoir de donner une autorisation par rapport à l'exploitation de ces caméras pour nous assurer effectivement que cela respecte les conditions de protection de la vie privée de nos concitoyens. Et au-delà de ça, il y a un délai de conservation de ces images. Est-ce qu'en réalité, on peut conserver ad vitam aeternam ces caméras, ces vidéos qui sont filmées, ou alors il y a un délai de conservation par rapport à l'activité? Donc toutes ces questions sont des questions qui sont traitées au sein de notre autorité, et quand les
les conditions, les règles ne sont pas respectées, alors les individus, les citoyens peuvent se retrouver avec des amendes et même se retrouver devant d'autres sections contentieuse. D'accord. Oui, pas disciplinaire, c'est pas une instance de discipline, mais c'est plutôt une session contentieuse qui est présidée par un magistrat qui est membre du conseil, avec tout le conseil, mais présidé par un magistrat et non pas le président de la PDP, qui est lui membre du bureau. Et cette session contentieuse peut aboutir à des amendes des fois très très fortes. Et l'importance ou le sérieux de cette instance, c'est que les décisions relevant de la PDP ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême. Oui. La chambre administrative de la Cour suprême. C'est des détails importants dont on avait bien besoin en tant que citoyen lambda. Ça peut aller très loin. Mais j'y reste encore. Une dernière question, toujours dans ce même registre. En tant que citoyen, pour en installer, parlant des caméras, bien évidemment, chez moi, à la maison, puisque c'est dans le cadre privé, ai-je encore besoin de votre autorisation? Absolument. Absolument, vous avez besoin de l'autorisation de la PDP parce que vous pouvez installer des caméras chez vous, mais tout en les installant chez vous, il faut aussi préserver la vie des personnes qui arrivent chez vous, parce qu'il n'y a pas que vous qui habitiez là. Et même au-delà de ça, même quand c'est des caméras qui balaient la rue, il y a une certaine distance qu'il faut respecter par rapport à la pose des caméras. Et pour ça, il faut se rapprocher de la PDP, du service conformité, qui se chargera de vous donner un quitus avec toutes les questions, un formulaire qu'il faut remplir. Et nous avons un service au sein de la PDP qui est en charge de recevoir les citoyens et de leur expliquer comment est-ce qu'il faut remplir les formulaires et comment est-ce qu'il faut faire la demande pour obtenir l'autorisation. Évidemment, soyons réalistes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de structures qui ne le font pas, peut-être par méconnaissance des tests. Qui peut-être n'avaient pas l'information. C'est ça. Et notre rôle à nous, c'est cette sensibilisation. Cette sensibilisation qui a toujours été faite par mes prédécesseurs, les différents présidents de cette institution, et qui continue à notre niveau. Et ensuite, maintenant, les missions de contrôle, parce qu'on a le temps de la sensibilisation. Je ne dirais pas que c'est passé, mais il y a eu un temps suffisamment long pour la sensibilisation. Et une sensibilisation sans sa sanction, pour moi, n'a aucun sens. C'est vrai. Il n'y a que la sanction qui fait qu'en fait, au final, les gens prennent cette sensibilisation au sérieux. Voilà. Mais une sanction aussi sans l'information, a priori, laisserait des frustrations. Monsieur le Président, dites-nous comment votre instance s'exprime-t-elle sur le terrain? Alors nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités de nous exprimer. Je vous donnerai un exemple très simple cette semaine. Le vendredi dernier, pour la première fois, nous avons eu au sein de la PDP une journée portes ouvertes. Oui. Comme le nom l'indique, portes ouvertes, les portes sont ouvertes au public. Et l'objectif, c'est d'atteindre vraiment le public. À l'occasion donc de cette journée de portes ouvertes, des stands ont été installés au siège de notre institution. Radio Cotonou d'ailleurs, on y a fait un tour. Voilà, la chance et le privilège de recevoir Radio Cotonou, qui a fait un tour. Il s'agit pour nous de mettre au service des citoyens nos informations, sans tabou. Les stands étaient animés par des partenaires, par des agents de la PDP qui procédaient sous forme de questions-réponses. Et ça a été animé toute la journée. Et ça a permis à beaucoup de monde. Et je pense que c'est un exercice à refaire. Oui. Nous allons afin d'atteindre un grand nombre de citoyens. Exactement, nous allons sur des questions sensibles comme celles que vous évoquiez tantôt. C'est ça. Bon, c'est des questions, oui, c'est une activité à refaire. Et je vous dirais, il n'y a pas que ça. Nous avons organisé au mois de juin, il n'y a pas si longtemps que ça, une conférence, un atelier sur l'interaction entre les institutions qui travaillent qui collectent des données, qui traitent des données pour une interaction et pour une meilleure façon de travailler
avec ces institutions qui collectent également des données, toujours dans le but, de vulgariser notre mandat et ensuite de travailler en bonne intelligence pour atteindre cet objectif qui est la protection des données personnelles. C'est important. On poursuit, on reste toujours dans le cadre de la connaissance de fond en comble de l'institution qu'est l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Alors, Monsieur le Président, quels sont les types de données qui existent et quelles sont celles que vous qualifiez de données à caractère personnel? Alors, je vous dirais déjà quand vous commencez à donner nom, prénom, téléphone, etc., vous êtes déjà en train de donner des données, d'informer sur vos données personnelles. Et la définition des données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier un individu. Je vous demande, monsieur, d'abord, votre numéro de téléphone, vous me le donnez. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser votre numéro de téléphone à votre insu? Est-ce que vous me l'avez donné et sans prendre votre consentement? Est-ce que j'ai l'autorisation d'envoyer à une structure qui commence à vous envoyer de la publicité toute la journée, par exemple? Non. Donc la finalité du traitement est extrêmement importante. Une plaque d'immatriculation, c'est une donnée importante qui permet de retrouver une personne. Est-ce que cette plaque peut être utilisée, même si, quand bien même la voiture en circulation dans la rue, est-ce qu'on peut relever cette plaque et l'utiliser à des fins sans consentement du propriétaire du véhicule? Évidemment, il y aura des exceptions. Dans une enquête policière, oui, on pourra utiliser ces données. Mais encore que là, nous travaillons beaucoup avec la police qui est un partenaire. Et les conditions d'utilisation des données sont très connues, même dans le cadre d'une enquête policière. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'on entend par données à caractère personnel. Un email, par exemple, voilà, c'est une donnée à caractère personnel parce que ça identifie une personne. Et quelles sont les autres données qui ne sont pas à caractère personnel, par exemple? Alors, toutes les données sont à caractère personnel. Ah, d'accord. Oui, parce que ça identifie une personne, une donnée. Donc à partir de là, nous nous occupons des données à caractère personnel, c'est notre mandat. Alors, parlons de ces données. Quelles sont les dispositions à prendre pour manipuler ces données en tant que citoyen? Alors, pour les manipuler, est-ce que c'est en tant que citoyen? Oui, pour les manipuler, la personne qui reçoit les données, la personne qui les traite, doit les utiliser à des fins, pas à des fins autres que celles pour lesquelles les données sont destinées. Il y a ensuite, et ça c'est très important, un délai, un temps de conservation des données. Par exemple, si vous cherchez, vous êtes dans un travail, dans un service, et que vous cessez de travailler dans ce service, est-ce que ce service a le droit de conserver pendant très longtemps vos données? Puisque vous avez laissé sur le contrat, vous avez votre pièce d'identité, vous avez copie de votre pièce d'identité, etc. Pendant combien de temps cette structure est autorisée à conserver vos données? Alors, donc, comment les manipuler? Il y a un délai de conservation des données. Par exemple, voilà, je vais donner l'exemple du service. Au bout d'un moment, il faut détruire les données. Parce que, bon, pendant un temps, ce sera traité, conservé, archivé. Mais à la fin, quand la finalité est atteinte, on ne doit pas les conserver, ces données. On doit les détruire. Donc, donc il y a un processus de destruction des données qui est prévu. Qui est exigé. Qui est exigé par la loi, oui. Parce que aucune donnée n'a vocation à être gardée ad vitam aeternam. Et ça, il faut le savoir. Donc, voilà un peu le cycle de vie. Donc nous parlons d'archives ou d'archivage dans les structures, mais alors là, je me rends compte que le processus d'archivage peut aussi être confronté à des moments donnés à des difficultés, parce que là, tel que, si je comprends bien ce que vous dites, une structure, après un nombre d'années données, est censée de ne plus conserver peut-être les contrats de prestations ou autres de tiers. Absolument, oui, parce que... Ce qui n'est pas le cas.
Oui, c'est pas le cas parce qu'il y a de l'ignorance dans le traitement des données. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir apporter cette lumière justement aux structures qui ne sont pas au fait de ces informations. Et nous devons le faire parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les questions de données sont devenues extrêmement sensibles. Par exemple, avec l'intelligence artificielle. Vous avez parlé de l'ère du numérique. Avec l'intelligence artificielle, on peut récupérer des données et puis produire des événements qui peuvent sembler être très réels. C'est vrai. Donc, il y a un intérêt à archiver et à détruire ces données une fois que ces données ont été exploitées. Mais comment l'instance que vous portez, que vous présidez, accompagne-t-elle les entreprises et institutions dans la conformité à la législation vis-à-vis de ces données à caractère personnel? C'est une très très belle question, monsieur Davor. Nous faisons énormément de formations. Pour vous donner un exemple concret, parce qu'il faut être factuel, il ne s'agit pas de rester dans la théorie et de lire juste des textes, mais plutôt factuel. Comment est-ce qu'on atterrit cette protection, pour ainsi dire. La semaine prochaine, par exemple, nous avons une formation à l'hôtel Azalaï du 17 au 19 septembre. C'est de la belle pub dont la facture vous sera décernée à la fin de l'émission. Encore que nous sommes une institution publique. Nous ne faisons pas de profit, malheureusement. Alors, on a une formation à l'attention des agents de voyage. D'accord. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les agences de voyage collectent des données. C'est vrai. Vous allez acheter un billet d'avion, on va vous demander votre pièce d'identité, vous allez donner copie de votre passeport pour que le billet soit conforme à vos identités. Numéro de téléphone, parce que s'il y a un problème, on va vous appeler. Bien sûr. L'adresse email, pour pouvoir vous envoyer le billet électroniquement. Ce sont des données qu'on collecte. Et donc, une formation a été programmée à l'attention de ces agences de voyage pour leur expliquer l'importance de se conformer au code du numérique en ayant des autorisations et en sachant comment traiter les données que ces agences récupèrent pour pouvoir comment les manipuler pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Exactement. Donc voilà, la semaine prochaine par exemple, on a cette formation. Et puis il n'y a pas que ça, on a la formation de façon générale. On a des partenaires avec lesquels nous travaillons. Par exemple, le projet URI. En fait, le projet URI, c'est un projet de la Banque mondiale qui consiste à l'identification des personnes. Ce projet travaille en conformité avec l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP. Et nous faisons, au sein de la PDP, nous sommes partie prenante de ce projet, nous faisons de la formation sur toute l'étendue du territoire national par rapport à la protection, à la collecte des données spécifiquement. Et en ce moment, nous sommes en train de faire cette formation dans le nord du pays parce que notre action est nationale. Nous sommes une autorité nationale. Nous travaillons à travers toute l'étendue du territoire national. Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez dans l'application de la législation relative aux données? Alors, les défis majeurs, c'est que déjà, il faut des moyens pour pouvoir travailler sur toute l'étendue du territoire national. Ça, vous ne devez pas en manquer en tant qu'instance publique, en tant qu'institution publique, je veux dire. Oui, mais les moyens, il en faut beaucoup. Et nous travaillons à l'amélioration des moyens pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous faisons avec quelques structures de la place, de la sensibilisation. Par exemple, je prends l'exemple de la Cour constitutionnelle qui collecte des données. Je remercie au passage le président de la Cour qui, en collaboration avec lui, nous allons faire des formations dès le mois d'octobre au service de la Cour constitutionnelle qui collecte des données de nos citoyens. C'est un peu de cette manière que nous arrivons à atteindre le... À vous entendre, mais vous agissez, vous bougez davantage, hein, vous occupez le terrain, mais il y a aussi que vous ne sollicitez pas de temps à autre les médias à vous accompagner. Alors, nous avons les médias... Vous opérez
parfois en toute discrétion ou quoi? Non, c'est une question de moyens. On n'a pas un budget extensible au niveau de la PDP. Notre subvention n'est pas importante. Nous travaillons à ce que le gouvernement puisse augmenter cette subvention pour nous permettre d'avoir des actions d'envergure. Nous travaillons avec les médias, mais malheureusement, nous sommes limités dans nos actions par nos moyens, ce qui fait que... Puisque le peuple a besoin, vous le savez, je vous apprends, le peuple a besoin de ces différentes séances de sensibilisation que vous organisez un peu partout sur le territoire national, au regard bien évidemment du cadre juridique, le code du numérique qui reste l'autre épée de Damoclès qui menace non seulement le journaliste, mais le citoyen en général. Oui, effectivement, c'est pour ça que le plaidoyer, c'est au niveau de l'État, pour augmenter les moyens pour nous permettre d'atteindre la population, surtout en tout cas de manière un peu plus extensive que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Oui. Comment la PDP surveille-t-elle l'évolution ou les évolutions technologiques qui pourraient peut-être affecter la protection des données à caractère personnel? Oui, alors, nous n'avons pas un mécanisme spécifique de surveillance, mais nous fonctionnons comme toutes les structures du numérique qui sont dans l'écosystème du numérique. Nous travaillons à ce que nous puissions impacter la loi au regard de l'évolution numérique, mais qui va à une vitesse exponentielle. Notre action, c'est d'émettre des avis, d'alerter pour la protection des données personnelles, dans le sens où il faut adapter la loi au regard des événements et des circonstances du numérique. Vous avez évoqué tout à l'heure, en début d'émission, des restrictions relatives à l'installation, pour ne prendre que cet exemple, des caméras de surveillance, des caméras dites cachées et autres. Mais quels sont les droits des citoyens en matière de protection de leurs données personnelles et comment peuvent-ils les exercer? Alors, le citoyen qui estime que ces données ont été violées a le droit de s'adresser directement par plainte à la PDP. Comme je vous ai dit au début de mon propos, au niveau de la PDP, nous avons une session contentieuse et nous avons une session plénière. Nous nous réunissons avec le conseil, on a 3 sessions par mois, une consacrée à la session contentieuse et les 2 autres que je préside moi-même consacrées à la session plénière. Et lors donc des sessions plénières, nous étudions les dossiers pour la conformité, les dossiers pour pouvoir obtenir un récépissé afin, comme vous le dites, d'installer des caméras. Mais la session contentieuse, c'est une plainte qui est adressée à la PDP et qui est prise en compte par cette session, présidée par un magistrat qui est membre du conseil et qui fait des investigations. C'est un vrai dossier de tribunal qui est étudié. L'individu contre qui la plainte est portée ou la structure a le droit donc de prendre un avocat qui vient plaider, expliquer, se défendre, qui vient défendre donc le cas de son client pour expliquer pourquoi, oui ou non, il n'y a pas de raison de porter plainte ou pas. En tout état de cause, ils ont le droit de porter plainte devant la PDP et des structures internes sont prévues pour les traiter. Parlons justement, puisque vous évoquez les composantes des différentes instances de gestion des dossiers à la PDP. Pourquoi la décision 2024-08 nouveau a quelque peu restreint la possibilité de certification pour être délégué à la protection des données personnelles DPO au seul titulaire de master en droit, alors que les professionnels de l'information documentaire comme les archivistes, vous le savez bien évidemment, gèrent plus ou moins et les données à caractère personnel et autres. Oui, alors, je souriais parce que je m'attendais à cette question. Ah ouais? Moi, je suis avocat, donc vous comprenez, docteur en droit, je suis enseignant à l'université, je dois me conformer au texte. Nous devons nous conformer au texte. C'est vrai. Le Code du numérique a prévu pour cette fonction qu'il faut être titulaire d'un master en droit. Nous ne pouvons pas inventer, nous sommes régis par le Code du numérique. Nous ne faisons que reprendre textuellement
de façon conforme ce qui est prescrit par le code. Et à juste titre, parce qu'il s'agit de qu'est-ce qui explique cette forme d'ostracisme? Alors, je ne parlerai pas d'ostracisme, mais plutôt de précision de métier, chacun avec son métier. C'est la fonction de DPO, de traitement des données, est dévolue aux juristes. Quand bien même il s'agit de travailler dans le numérique, il y a plusieurs métiers du numérique. Donc, ce sont des juristes du numérique. Et pourquoi il faut organiser ce secteur? C'est pour justement protéger la population. Parce que qu'est-ce qu'on observe? C'est une niche. Chacun se lève, bon, je suis délégué à la protection, je peux vous aider à faire des formalités au sein de la PDP pour que vous obteniez le récépissé pour rester conforme à la loi au code du numérique. Il se trouve que c'est un secteur qui commençait à devenir un peu dangereux et il a fallu qu'on l'organise. La loi nous donne la possibilité de l'organiser. C'est pour ça que cette décision a été prise en session plénière de la PDP, c'est pas le président qui s'est réveillé. Non, je ne dis pas que c'est le président de la PDP. Oui, mais en tout cas, c'est une session qui a en griffe cousu le test sur mesure telle. Non, mais vous convenez quand même qu'il y a au-delà du droit. Oui, c'est conforme au code du numérique. Voilà. Maintenant, comme on le dit, quelqu'un qui a une expérience dans cette matière pendant très très longtemps, il n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est toujours le cas, il n'est pas impossible qu'au regard donc de ce dossier, les comités techniques qui travaillent dans ce type de dossier peuvent trouver exceptionnellement que cette personne pourrait être qualifiée pour être DPO, Data Protection Officer, officier. C'est déjà bien que vous le pensez. Et à l'avenir, quand se présentera l'occasion de toiletter peut-être cette décision, je pense qu'il faudra on peut travailler dans ce sens. L'ouvrir aux spécialistes des questions de l'information et de la communication. Oui, ça peut être. Quitte à renforcer davantage les spécialistes du droit, vous le savez, parce que ce n'est pas que du droit, il n'est pas question que du droit, il est question aussi de la communication. Oui, mais il est d'abord question de droit, de protection des droits des personnes. Mais je suis d'accord avec l'information, bien évidemment. Il ne faut pas rester fermé. C'est vrai. Il faut ouvrir, mais tout en restant dans un certain cadre. Voilà. On poursuit notre émission. Avant d'ouvrir la ligne aux amis auditeurs, j'ai encore quelques petites questions à vous poser avant de permettre la contribution des amis auditeurs. Quels sont les mécanismes de contrôle qui sont mis en place pour assurer la transparence dans la gestion des données personnelles ou des données à caractère personnel? Alors, c'est là où je parlais de moyens dont on a besoin pour travailler. Imaginez-vous, nous sommes une institution avec peu de moyens roulants. Je donne un exemple très simple. Nous avons juste 2 véhicules qui permettent d'aller sur le terrain. Des véhicules de poule. Pour couvrir tout le territoire? Alors, imaginez-vous avec 2 véhicules et un service avec 5-6 personnes. Comment est-ce que vous allez pouvoir couvrir je parle du service en charge du contrôle, pas de toute l'autorité. Comment est-ce que vous allez pouvoir couvrir tout le territoire? Le gouvernement travaille beaucoup à cela. Nous en sommes extrêmement reconnaissants pour nous aider à vraiment avancer sur ce sujet, parce que c'est des questions qui sont au cœur de nos discussions. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille? C'est qu'il y a des équipes chaque semaine sur le terrain, dans tout le pays, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Des missions dans les pharmacies, dans toutes les structures qui collectent des données. Donc nous en choisissons en fonction de l'urgence et nous faisons des missions de contrôle. On a aussi une façon d'atteindre ces structures, c'est de leur envoyer des correspondances en disant voilà les conditions pour se conformer, vous avez tel délai pour le faire et passé ce délai, vous serez contrôlé. Et si on observe qu'il n'y a pas de conformité au code, il y a des mises en demeure et des sanctions. Ah oui. Alors, venons maintenant à l'impact de la protection des données sur l'innovation numérique et les nouvelles technologies en République du Bénin. Alors oui, c'est ce que je disais, l'impact c'est de pouvoir suivre l'évolution numérique qui va à une vitesse exponentielle. Pour l'instant, nous, notre seule boussole, c'est le code du numérique.
Mais nous nous rendons compte que par rapport à certaines situations qui ne sont pas prévues dans le code, il faut réagir. Et c'est en cela qu'il est important pour nous de sensibiliser pour cette révision, pour la révision du code, essentiellement par rapport au livre 5, eu égard à notre expérience sur le terrain par rapport au numérique, à l'intelligence artificielle par exemple. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas très exactement, mais je la pose autrement, la question. dans le contexte où la collecte massive de données devient incontournable, ça vous le savez, comment la PDP peut-elle garantir l'équilibre entre innovation numérique et protection des libertés individuelles sans freiner le développement technologique et sans en ajouter à tout ce qui existait déjà comme restriction? Je comprends mieux votre question. Vous avez vu il y a quelque temps les telcos, donc les sociétés de téléphonie mobile, ont demandé aux usagers de venir s'inscrire, donner leurs empreintes pour pouvoir les identifier. Je pense pour actualiser leurs données. Exactement. Je pense que ça rejoint un peu votre question, cet exemple. Bien sûr. Pour pouvoir le faire, c'est la NIP en fait qui a conduit cette opération pour le compte des sociétés de téléphonie mobile. Alors pour pouvoir le faire, c'est un projet qui a été porté devant la PDP et étudié de concert avec la PDP pour garantir la protection des données de la population, plus précisément les empreintes. Par exemple, il s'agissait à la base de prendre 10 empreintes. Bon, 10 empreintes, c'est quand même beaucoup. Donc on a exigé qu'il faut prendre une seule empreinte et pas les 10. Voilà. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc voilà comment nous arrivons à encadrer, sans freiner le développement numérique, des questions numériques. Prendre des empreintes digitales, ça relève du numérique. Donc pouvoir protéger la population en disant il n'est pas nécessaire de prendre des empreintes de tous les 10 doigts, mais que des empreintes d'un seul doigt, ça suffit. C'est largement suffisant. L'identification. Je vous donne juste un exemple. Oui, mais au-delà de ce seul exemple, la PDP a-t-elle exprimé d'autres, je ne sais pas, d'autres possibilités, d'autres facilités, quitte à ne pas restreindre, limiter le développement technologique? Oui, puisque comme je disais dans mon propos un peu plus tôt, nous travaillons avec l'écosystème du numérique. Ça veut dire que les projets qui sont développés de part et d'autre au sein des sociétés du numérique, nous travaillons ensemble tout en protégeant les données, leur permettre de pouvoir se développer. Monsieur le Président, vous savez, il y a de cela quelques... Et c'est encore en cours, depuis quelques mois, il y a une répression, accrue vis-à-vis de la cybercriminalité en République du Bénin. Il a fallu quand même manipuler des données. Cette manipulation a-t-elle été faite conformément à vos exigences? Oui, parce que vous savez, nous travaillons, je reviens toujours à la même chose. Il a fallu traquer ces dit-on cybercriminels dans le dernier recoin, parfois. Oui, et c'est conforme à la protection des données parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous collaborons avec les structures étatiques en charge de ce type de ce secteur. Par exemple, nous avons une bonne et belle collaboration avec le Centre national d'investigation numérique, pour citer ce centre qui est extrêmement important pour notre pays. Et les questions d'investigation numérique sont traitées de façon conforme à la protection des données personnelles parce que nous travaillons ensemble. Nous sommes obligés de travailler ensemble tout en poursuivant des objectifs précis. Il leur revient également de le faire en se conformant au code du numérique, donc à la protection des données. Après, vous savez, s'il y a un cybercriminel qui est retranché dans les derniers coins, on ne va pas se cacher derrière la protection des données et le laisser indéfiniment se développer. C'est là la délicatesse de la question. Oui. Il faut absolument le traquer, mais tout en respectant la protection des données personnelles. De toute façon, quand vous tombez sous le coup de la loi, on ne peut plus parler directement de protection des données en vous laissant continuer
enfreindre la loi. Donc il y a cet équilibre forcément qui est trouvé et c'est pour ça que nous travaillons de concert avec la police qui est un de nos plus importants partenaires. Quels sont les leviers concrets dont dispose la PDP pour imposer une réelle conformité aux acteurs internationaux opérant en territoire béninois, sur le territoire béninois, je vous dis? C'est la sanction. Ça passe par des amendes qui sont données à ces structures qui ne respectent pas la protection des données. On en a, hein. Je ne donnerai pas de nom. Je veux parler des structures internationales. Oui, oui, on a quelques structures internationales qui ont... Je ne donnerai pas de nom, bien sûr, bien c'est sûr, pas l'objectif, mais qui ont copé d'amendes de montants relativement importants parce que la protection des données n'a pas été respectée. On a donné des amendes qui se chiffrent à des centaines de millions de francs CFA. Oui, pour nous donner, pour ne citer que ces cas. Donc, oui, c'est la répression. Il n'y a que ça qui permet de pousser ces structures à respecter la loi. Mais des fois, c'est par ignorance. C'est rassurant de vous l'entendre dire parce que vous savez que certaines multinationales sont tellement puissantes en terre africaine que voilà, elles échappent même parfois à certains cadres juridiques. Alors nous avons une loi qui nous permet d'agir et comme je vous l'ai dit, lorsque des sanctions sont prononcées par la PDP, les structures ont la possibilité de faire un pourvoi devant la Cour suprême qui juge en ce moment en dernier ressort. Et les cas auxquels je fais référence, tous se sont portés devant la Cour suprême et malheureusement, toutes les décisions rendues à ce jour ont été confirmées. On y reste encore. Monsieur le Président, avec l'essor, vous l'aviez évoqué de manière insidieuse dans votre exposé de début, avec l'essor de l'intelligence artificielle, des algorithmes prédictifs, les risques de profilage et d'abus s'accentuent, vous ne direz pas le contraire. Mais comment votre instance peut-elle anticiper, recadrer ou encadrer ces technologies émergentes, souvent en avance, je dirais même en griffe à des années-lumière sur nos législations? Alors nous, c'est la formation. Et tout passe par la formation parce que les structures avec lesquelles nous travaillons, même quand on ne travaille pas avec ces structures qui sont à l'avant-garde de ces technologies numériques, sont des fois pas au fait de la loi. Et c'est en faisant donc cette vulgarisation donc de ce code du livre 5 qu'on attire l'attention de ces structures. Ça permet d'éviter des dérives. Et donc la formation reste pour nous un levier essentiel. L'arme essentielle. Oui, essentiel pour atteindre cet objectif dans la mesure de nos possibilités, bien sûr. Oui. On va de concert avec Ghislain Agbangba et Job Tikpe ouvrir la ligne aux amis auditeurs afin de recueillir quelques contributions aux questions. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints sur la 94.3, eh bien moi je vous rappelle rapidement ce dont il est question. Nous faisons ce matin une belle immersion à l'autorité de protection des données à caractère personnel pour en connaître les enjeux, les missions et perspectives. Et Ghislain me signale qu'il vient d'installer le tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou diminuez le volume. Oui. Monsieur Liamidi? C'est monsieur Idrissou Liamidi Koumayon. Je pense que ça va maintenant. Ça va. On vous entend plus ou moins bien. Merci beaucoup. Je voudrais demander à monsieur Ruponou, et si nous supprimons la scienture et que nous prenons les empreintes digitales à la banque un peu partout, est-ce que ce ne serait pas mieux? Et maintenant, quelle est leur position ou bien leur relation par rapport à la mairie, à la justice, à la préfecture? Parce que normalement, on doit avoir nos emprunteurs dans ces services-là pour qu'en cas de cas s'il y a pour des recherches ou bien pour des avis, on va les toucher directement si c'est câblé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, allez-y. Maintenant, je vais à mes questions.
Ah, ce n'était pas vos questions encore. D'accord. Autant j'ai dit bien. Hein? Oui. Si nous cherchons quelqu'un pour avoir des renseignements, nous appelons le service de renseignement. Pourquoi aujourd'hui ce service-là ne fonctionne plus? Vous appelez le service de renseignement de quelle instance? Le service de renseignement, vous savez... De la présidence de la République? Des annulaires. Ah ouais. Des annulaires de téléphone. Vous comprenez? Des annulaires. Et quand on prend le nom de la personne, on voit son numéro immédiatement. Autant de portable maintenant, ça ne se passe plus. Retrouver une personne aujourd'hui est difficile. Immeuble sans numéro, sans nom. Oui. Vous me comprenez? Je vous suis, monsieur Liamidi Koumayon. Service sans plaque. De renseignement. Rue, route, sans indication. Qu'en dites-vous? Comment faire pour que les appuis de recherche via la justice marchent correctement aujourd'hui? Nous vegetons dans la médiocrité et nous ne voulons pas changer de paradigme et répondre pour pouvoir répondre au nouveau système. Pourquoi aujourd'hui nous mélangeons tout au Bénin? Le PDP ou bien comment vous appelez ce service-là? La PDP. La PDP ne répond pas à ce que nous cherchons. Si par exemple la justice veut mener des enquêtes, est-ce que vous avez des données et pour pouvoir mettre la main sur le divorcé social? Mais quelles sont vos propositions? Si la PDP ne répond pas, quelles sont vos propositions? Moi, mes propositions, entre-temps, on avait dit qu'on va faire ce qu'on nous a demandé pour les élections là. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Vous avez encore 15 secondes, s'il vous plaît, monsieur Liamidi. 15 secondes encore. On avait parlé de l'EPI. Si l'EPI là était bien fait, aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau-là. Mais à quel niveau sommes-nous? Si on cherche quelqu'un, rapidement, on va le retrouver avec des empreintes. Merci, Idriss Liamidi Koumayon. Merci. On installe un autre auditeur. Un autre auditeur tente de s'installer. Ghislain Agbangba nous le signale. Oui, c'est bien. L'auditeur hier. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur Loris Freddy d'abord. Bernardin Fabi. Oui, c'est moi. Je salue monsieur Foucault, monsieur le professeur et monsieur le président. Tous mes respects. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que vous nous avez beaucoup évité par rapport à certaines questions. Ah oui? Eh oui. Oui. Surtout les caméras de surveillance. Bien, allez-y maintenant. Posez toutes les questions. Nous avons remarqué que, en marge de l'évolution de l'information du numérique, oui. Et le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses par rapport à ça. Et ce n'est pas 5 personnes qui vont rester et lutter dans ce vaste domaine. Donc, j'aimerais que vous luttez. Le président n'a jamais dit qu'ils sont 5. Hein. Pardon. Pardon. Le président n'a jamais dit qu'ils sont 5 à constituer l'équipe de la PDP. Ah bon. C'est le code contrôle. Non. Ça m'étonne. Non, non. Bon, maintenant, et les portables qui filment. Oui. Les portables qui filment. 30 secondes encore, monsieur Fabi. Allez-y, monsieur Bernardin Fabi. Oh là là. Il y a une légère fluctuation de réseau. Monsieur Fabi est parti. Vous pouvez nous revenir avant la fin de l'émission, monsieur Fabi. Rappelez-nous sur les différents numéros. Ghislain Agbangba installe un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, Loris d'abord. C'est moi. Et c'est Ayonou Lucien depuis Zévé. Ayonou Lucien, mon grand ami. Oui. Oui. Vos questions nous intéressent. Oui. PDP, la plupart des Béninois comme moi, nous avons du mal à comprendre cette institution. Pourtant, elle est publique. Et pourquoi, depuis quand
elle existe. Et pourquoi maintenant qu'ils ont choisi d'en parler publiquement? Et si c'est des financements, est-ce qu'ils ont cherché à demander audience chez le président de l'Assemblée, histoire de déposer un projet de loi pour l'octroi d'un budget pour le bon fonctionnement de l'institution? Et quel rapport ils ont avec l'ANIP? Merci beaucoup. Merci, M. Lucien Yonou. Est-ce qu'on ne va pas vider ces quelques questions en attendant? On installe un tout dernier et on va vider cette première vague de questions. On pourra y revenir parce que je vois Ghislain Agbangba en pleine discussion là-bas. Oui, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Radio Cotonou vous écoute et vous installe à la position de votre choix. Votre question, s'il vous plaît. Sébastien Yonrosso, à sa position. Sébastien Yonrosso. Je salue votre invité et je remercie d'abord la Radio Cotonou. Voilà une institution qui n'est pas connue du peuple béninois. Donc vous avez bien fait de les inviter et je vais demander la faute à qui, parce que nous ne connaissons pas cette institution depuis un bon moment. Ah oui. Ma première préoccupation, deuxième, à qui la faute d'abord pour ne pas vulgariser ou bien publier cette institution? Ma deuxième préoccupation, oui. j'ai volé dans une maison que je fréquentais bien avec un ami et à mon insu, l'ami a placé une caméra sans remplir les formalités. Et voilà qu'un jour j'ai volé dans cette maison. C'est après le vol qu'il me montre le caméra pour dire que bon, voilà votre photo, vous l'avez volé ici. Voilà, lui n'a pas rempli les formalités. Et c'est à mon insu. Il a passé le caméra. Est-ce que je peux porter plainte contre lui? Voilà quand il a le vol. Parce que moi je vois dans les éditions, on met caméra, on met cette maison est surveillée par une caméra. Moi je me demandais en ce moment pourquoi les gens veulent placer des caméras et encore écrit qu'il y a caméra là. Est-ce que le voleur va encore voler? Voilà que c'est une loi. On nous informe maintenant que c'est une loi. Voilà. Donc il est très très important de publier les lois. Ma deuxième préoccupation, la dernière, oui. S'il y a une institution qui collecte plus de données personnelles au Bénin aujourd'hui, oui. c'est l'ANIP, et qui était dirigée en temps par un étranger. Nous ne sommes pas des xénophobes, mais en ce temps, les gens avaient dit que les données personnelles sont très très sensibles ou précieux pour qu'on confie ça à un étranger. Et l'APDP. L'APDP. Oui, l'APDP a quelle assurance que celui-là qui est venu n'est pas parti avec des données personnelles de certaines personnes? Et quelle assurance avez-vous que nos frères qui travaillent dans cette maison n'utilisent pas nos données personnelles pour d'autres frères, pour d'autres intérêts, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une assurance? Aujourd'hui, les réseaux internes envoient des gens sur le terrain pour faire l'enregistrement des gens. Est-ce que tout ça là est sécurisé pour nous? Sébastien Yonrosso, bonne émission à vous et bon dimanche. Ben merci, bon dimanche à vous aussi, monsieur Yonrosso. Ghislain Agbangba a bloqué la ligne de l'autre côté. Voilà, on revient en studio avec vous. Président Luciano Ogbonu, vous avez suivi quelques questions. J'en ai résumé quelques-unes que je vous passerai de temps à autre. Vous êtes libre de commencer par la dernière comme la toute première. Peu importe, n'importe laquelle, je vais répondre. On commence par la toute dernière si vous le voulez. Oui, très bien. Monsieur Yonrosso qui a donné l'exemple d'un cas de vol dans une maison sous surveillance de caméra, mais sans en avoir informé une maison d'un ami, sans avoir informé cet ami que voilà, que sa maison est sous surveillance. Eh bien, l'ami a commis l'acte, le vilain acte en griffe, et c'est après qu'il se trouve confronté à son image devant le fait accompli. D'accord. Et je souris. Il posait deux questions. L'ami a-t-il bien agi? Peut-il saisir les instances de la PDP? Peut-il porter plainte contre cet ami bien qu'il se sent? Alors, bon, déjà, il y a un cas de vol qu'on ait signalé qu'il y a une caméra de surveillance ou pas. On a volé, on a enfreint la loi, ben, on sera jugé. Ça, c'est un fait établi. C'est un fait établi. Voilà, c'est un postulat.
Ensuite, il ne revient pas à la personne qui a volé d'aller porter plainte devant la PDP parce que cette personne n'aurait pas mis la caméra, c'est-à-dire justifier le vol par le fait que on lui a pas dit qu'il y a une caméra qui était fixée. Non, enfin, on lui en aurait parlé qu'il ne volerait pas. Oui, bon, voilà, bon. Oui, le voleur serait en état de demander, de porter plainte devant la PDP, pas parce que, attention, pas parce que il est parti voler parce qu'on n'a pas écrit qu'il y a une caméra de surveillance, mais parce qu'il y a une caméra de surveillance et lui n'était pas simplement au courant. Je pense qu'il faut nuancer les choses. Très bien. Après, il faut regarder, est-ce que la caméra qui a été installée, est-ce que c'est marqué, est-ce que ça respecte les conditions d'installation prévues au code du numérique, etc. Mais en tout état de cause, il sera poursuivi pour vol, ça c'est clair, ça, il ne sera pas dédouané parce qu'il a volé parce qu'il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas d'indication liée à la présence d'une caméra. Mais oui, dans le fond, peut se plaindre auprès de la PDP en disant que j'ai pénétré un endroit local où c'était pas effectivement marqué qu'il y avait qu'on était sous surveillance, ce qui ne dédouane pas du vol. Il sera poursuivi pour vol. Et il présentait une autre préoccupation qui a un rôle un peu antithétique. Il dit, mais pourquoi, Monsieur le Président, on nous demande à ce qu'il y ait de pictogrammes pour signaler qu'il y a de caméras, si tant est que les caméras sont mises, sont placées pour surveiller, je ne sais pas, collecter ces données. Oui, les caméras. Pourquoi en informer Alors, l'objectif des caméras, c'est pas simplement d'éviter le vol. Je pense que l'auditeur ne pense qu'au vol en réalité quand on parle de caméras. C'est ce que j'ai compris. Mais quand on installe des caméras, il y a des fins autres que des fins liées au vol. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Est-ce qu'un employé... est-ce qu'un employeur a le droit, à travers la caméra, de regarder avec précision ce qui se passe sur l'écran de son collaborateur? Ça, c'est des questions qui relèvent de la pratique des caméras. Et c'est pas que pour des raisons de vol. Donc, il y a d'autres fins qui sont... Il y a d'autres raisons qui expliquent le fait qu'on puisse placer des caméras et ce n'est pas que pour des cas de vol. Très bien. Voilà. Il n'y a pas que les auditeurs qui ont appelé, qui ont posé des questions. Hein. Nous en avons reçu aussi par message. Vous les aurez tout à l'heure. On continue avec les questions que j'ai pu noter parce que c'était toute une série de questions. Est-ce que pensez-vous que les agents de l'ANIP ou l'ex-directeur de l'ANIP, pour ne reprendre que la question de l'auditeur, manipule-t-il à bon escient les données à caractère personnel? Alors, moi, je réponds à quelqu'un comme moi qui suis tout le temps à l'international, il faut le dire. Je pense que ce n'est pas une question de personne venant de l'étranger ou pas. Je pense qu'il faut rester concentré sur la compétence. C'est ça qui est, à mon sens, le plus important, première chose. Et deuxième chose, c'est que les agents de l'ANIP sont au fait de leur travail et savent qu'ils n'ont pas à manipuler des données, à les utiliser à des fins autres que... Ils fonctionnent un peu comme des cadres assermentés. Oui, et puis à des fins autres que celles pour lesquelles c'est prévu. S'il arrivait qu'un agent, ça peut arriver, utilise des données à des fins autres que celles pour lesquelles c'est prévu, mais cet agent tombera simplement sous le coup de la loi. Mais on ne peut pas présumer que forcément les agents n'utilisent pas les données de façon conforme à la loi. Ce serait d'ailleurs dangereux de véhiculer de telles idées. Tout ce que je peux dire, c'est que les règles sont établies. Et si, pas extraordinaire, il arrivait à des agents d'être indélicats, ben ces agents seront purement et simplement poursuivis par la loi. Il y a une autre contribution de Lucien Ayonou qui dit que puisque vous évoquez des difficultés relatives à l'autonomie financière de l'instance, l'auditeur vous recommande peut-être une audience avec le président de l'Assemblée nationale. Bon, il est très gentil, monsieur. Comment il s'appelle? Lucien Ayonou. Monsieur Ayonou est très gentil, mais bon, le fonctionnement des institutions ne se passe pas de cette
toute manière, il faut travailler sur un budget, présenter le budget. C'est pas une histoire du président de l'Assemblée nationale que je respecte énormément, mais plutôt il y a des instances qui sont prévues pour, et ce travail a toujours été fait dans ce sens et continue de le faire en bonne intelligence avec les personnes qui sont indiquées pour cela. Autre question, un auditeur a constaté que plus rien ne porte de numéros, de noms, les rues, les maisons et autres. Vous l'avez bien suivi autant que moi. Oui, donc, cela ne rentre pas dans le cadre du mandat de la PDP, et qu'il faut rester, nous, dans le mandat qui nous est confié, qui est la protection des données personnelles. Il ne revient pas à la PDP de faire remplacer les signatures par des empreintes. Non, c'est pas... Chaque secteur et chaque institution a son mandat. Il faut rester dans son rayon. Voilà. Comment faire pour que les avis de recherche aboutissent? Ça, je crois c'est monsieur Liamidi Koumayon. Il a aussi demandé quels sont vos rapports avec les autres instances de la place, à savoir la mairie, la préfecture et autres. Alors, pour que les avis de recherche aboutissent, cela revient à la police. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de rôle. Les enquêtes policières relèvent de la police, de la recherche. Simplement, la police fait son travail et fait très bien son travail dans le strict respect de la protection des données personnelles. C'est ce que je peux répondre. Autre question. L'aîné d'Istella Moussou, consultant média, suit rigoureusement et résolument cette émission et il nous convie plutôt au chapitre santé et pose deux questions essentielles. Quels sont les modes de gestion des données sanitaires d'un citoyen en République du Bénin? Alors, en ce qui concerne la santé, évidemment, c'est un secteur sensible. Et donc, par rapport à ça, nous avons un régime spécifique qui est appliqué au domaine de la santé quand on traite les questions de santé en plénière. En fait, c'est quoi? C'est la conformité au code du numérique. Quand c'est demandé par le secteur de la santé, il y a une procédure spécifique en ce qui concerne les données de la santé, et nous sommes en train de travailler avec l'ordre des spécialistes, enfin des médecins, enfin de tous ceux qui relèvent de la santé, précisément des médecins, pour parler de l'ordre des médecins. Nous avons eu pas mal de réunions ces dernières semaines avec le président de l'ordre des médecins, et l'objectif c'est de pouvoir trouver ensemble une façon de protéger les données sans pour autant mettre en danger la population qui va se soigner. Donc ce travail de réflexion est en cours avec l'ordre des médecins pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est ce qu'a tenté de préciser encore Distella Moussou dans sa toute première question. Et il dit, dans quelle catégorie classifier les informations dans le dossier sanitaire d'un citoyen? Alors, je ne veux pas... Pour apprécier certaines informations, il faut suffisamment d'éléments. Je ne peux pas répondre à cette question qui me paraît importante, certes, mais assez pointue. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que au niveau du traitement des sujets relevant du secteur de la santé, nous travaillons dans le sens de préciser cette façon de faire pour ne pas mettre en danger la santé de nos populations. C'est ce que je peux répondre. Et il y a bien d'autres questions qui nous parviennent encore, que je vais tenter de lire sur le numéro WhatsApp, mais je constate beaucoup plus que les auditeurs confondent les émissions, parce que je vois bien d'autres choses. Je vous pose les deux autres questions essentielles avant d'aborder la dernière partie de cette émission, Monsieur le Président Lucien Omponi. Face aux cybermenaces croissantes et à la capacité, pour ne pas dire la sophistication des hackers, la protection des données personnelles, données à caractère personnel, semble toujours plus ou moins connaître du plomb dans l'aile. La PDP a-t-elle des moyens techniques, financiers? Je ne vous poserai plus la question, vous l'avez vidé. La PDP a-t-elle des moyens techniques à la hauteur, bien évidemment, de ces nouveaux défis sécuritaires? Alors, la PDP travaille, comme j'ai dit un peu plus tôt, avec l'écosystème du numérique, plus précisément le Centre national d'investigation numérique. Quand il y a des sujets
qui sont purement techniques et que nous n'avons pas la possibilité avec notre technologie interne de pouvoir les traiter, nous nous adressons au Centre national d'investigation numérique pour pouvoir nous aider à trouver des solutions à ces questions. Donc nous travaillons main dans la main. Nous avons un projet d'acquérir certains matériels pour nous permettre au niveau de la PDP d'avoir un laboratoire. Le projet il est là, il existe depuis déjà un moment, il est en cours d'étude pour nous permettre de pouvoir acquérir ce matériel qui nous permet à notre niveau, sans être obligé de nous adresser à d'autres structures de la place, de pouvoir trouver... Très important. Voilà, c'est en cours, le matériel est identifié et les discussions sont en cours pour l'acquisition. Ah oui. Ce sera une très bonne nouvelle et si l'instance en venait à en être dotée, bien évidemment. Alors, le cadre juridique en République du Bénin, est-il suffisant pour répondre aux enjeux globaux de protection des données ou la PDP devrait-elle militer pour une harmonisation plus accrue, plus poussée au niveau régional et international pour éviter peut-être un éclatement des normes? C'est très intéressant cette question, je l'attendais, j'espérais qu'elle allait venir. En fait, nous sommes membres du réseau de l'autorité des données à caractère personnel, qui est une organisation régionale, donc qui regroupe toutes les autorités de données à caractère personnel africaines, en tout cas pour les pays qui en ont, parce qu'il y a encore quelques pays qui ne sont pas dotés de cette institution malheureusement, mais déjà le plus grand nombre de pays africains, nous sommes constitués en réseau, anglophone, francophone, lusophone, mais vraiment toute l'Afrique. Et d'ailleurs nous avons eu, il n'y a pas si longtemps que ça, notre... une récente réunion, au niveau de Nairobi, où effectivement nous sommes retrouvés pour parler de ces questions, pour travailler de façon harmonieuse. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, le Bénin fait partie de l'association francophone des autorités de données à caractère personnel, donc qui permet aussi de travailler sur les questions internationales au-delà de l'Afrique. Et nous travaillons également pour pouvoir fait partie, ratifier des conventions au niveau international, par exemple la convention 128, qui est une convention européenne, qui permet d'harmoniser les pratiques en matière de protection de données à caractère personnel, basées sur ce qu'on appelle au niveau de l'Union européenne le RGPD, le régime général de protection des données. Le Bénin travaille à cela de concert avec le gouvernement, qui nous appuie beaucoup dans ce sens, pour permettre de ratifier cette convention qui permettra au Bénin de s'inscrire dans le concert des nations au niveau international. Donc il n'y a pas que la loi au niveau national, mais il y a également au niveau régional et au niveau international des mécanismes de protection qui existent et nous travaillons dans ce sens pour pouvoir être au même niveau que les autres pays dans le concert des nations. Monsieur le Président, on va se permettre en toute fin d'émission, puisque nous avons vidé l'essentiel, de revenir sur ce cadre juridique dont vous avez bien précisé à l'entame, le livre 5 vous intéresse davantage et non tout le contenu, pour ne pas parler du code numérique. Bon, en tant qu'avocat, tout le code m'intéresse, mais quand je prends le mandat de la PDP, c'est le livre 5. Mais ce serait un crime de lèse-majesté que de recevoir un juriste de votre trempe sans vous convier à cette polémique que constitue le contenu, je veux dire, de ce cadre juridique. Quelle est, selon vous, la pertinence de l'ensemble du contenu vis-à-vis de la presse surtout? Alors, je pense que ça permet de préciser le rôle de chaque partie, c'est-à-dire la population, l'autorité, les interactions entre la population et l'autorité, et le mandat de l'autorité surtout, c'est ça qui est important. Quel est le mandat qui est dévolu à l'autorité? C'est la protection des données, mais quelles sont les conditions dans lesquelles cette protection des données les conditions dans lesquelles cette protection des données s'opère. Voilà, c'est le mot que je cherche. Et c'est le contenu du livre 5.
c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure, vous voyez, quand on a parlé des délégués à la protection. Oui. Bon, alors où j'évoquais pourquoi on s'est embarqué la presque exclusion des spécialistes des questions de l'information et de la communication. C'est ça, parce que les spécialistes de la communication, leur rôle, c'est pas forcément d'apprécier le traitement des données, c'est plutôt de s'y conformer. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui ont été déterminés, qui ont été précisés dans le livre, qui dit qu'il faut un Master 2, par exemple, pour être délégué à la protection des personnes, parce que c'est éminemment d'abord des questions juridiques. Bien entendu, la communication sans le droit n'a pas de sens. Et comme on l'a évoqué, les choses s'apprécient au fur et à mesure que dans la pratique. Nous avons demandé à participer à toutes les discussions portant révision du Code du numérique au niveau des instances gouvernementales. Nous allons y participer. Une doléance qui ne semble pas prendre du tout. Si, ça prend. Les discussions sont en cours. Je ne dirais pas que ça ne prend pas. Nous discutons avec les structures qui sont concernées et d'un commun accord, nous arriverons certainement à améliorer certaines parties de ce code qui est extrêmement bien fait. Et comme la chose humaine n'est pas perfectible, elle est amenée toujours à s'améliorer au regard des circonstances et au gré des événements. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons à vouloir être membre de la commission de révision. Et je ne dirais pas que ça ne prend pas, c'est des discussions. Vous y croyez Oui, absolument. Il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, je pense qu'il faut s'arrêter. Bon, on va quand même pas s'arrêter parce que il est important de toiletter ce cadre juridique qu'est le code du numérique. Monsieur je vois que vous faites un plaidoyer pour les journalistes, c'est ce que je comprends. Non, mais pas un plaidoyer, mais c'est une évidence. Vous savez, aujourd'hui, quand on s'en tient au cadre juridique qui définit ce que c'est que le journaliste, qui observe la dépénalisation des délits de presse et qu'à côté il y a une approche antithétique portée de main de maître par les juristes qui ont donné corps à ce cadre juridique qu'est le code du numérique. On se demande on se pose moult questions sur la pertinence de ce cadre juridique applicable aux professionnels des médias, puisque le professionnel des médias a le cadre juridique qui est celui du code de l'information et de la communication, qui est le cadre juridique qui définit ce que c'est que le journaliste et comment le journaliste s'exprime-t-il dans l'exercice de sa fonction. Voyez-vous. Oui, je dirais que nous avons besoin... Et qu'à côté, l'autre épée de Damoclès que constitue le cadre juridique, le code du numérique, j'allais dire, on vient maintenant à restreindre littéralement, à limiter, à menacer, à arracher un pan de la liberté aux professionnels des médias. Je me dis, voilà. Oui, alors je ne vois pas la chose de cette manière. Je vois plutôt qu'il faut travailler d'un commun accord avec toutes les entités, journalistes et d'autres structures. Oui, le professionnel du droit ne verra pas la chose de la même manière que nous. Mais une chose est sûre, ça sonne comme en griffe une aberration que d'appliquer ce code aux professionnels des médias, détenteurs de la carte de presse. Alors, je pense que ce qu'il faut garder toujours à l'esprit dans ces circonstances, c'est l'intérêt du peuple. C'est vraiment, in fine, qu'est-ce qu'on cherche à protéger? C'est la population, c'est-à-dire vous et moi-même y compris. Et je ne vois pas ça du même œil que vous. Au contraire, je pense que c'est dans des discussions, c'est ensemble, avec des expériences que nous arriverons à améliorer ce cadre juridique qui est un très bon cadre, mais certainement qui mérite d'être amélioré au regard des événements que nous vivons au quotidien. Et à lire ces événements que nous vivons au quotidien, pour ne pas en citer du tout, vous convenez avec moi que
le camp d'en face, pour ne pas dire l'exécutif, ne se hâte pas du tout à toiletter ce cadre juridique évoqué. Alors, moi je n'ai pas de cas d'en face. Je ne sais pas de quelle face vous parlez. En ce qui me concerne, je vais parler de vous, justement. En ce qui me concerne, de vous, de votre corporation. En ce qui me concerne, la PDP, c'est une autorité administrative totalement indépendante. J'ai bien précisé que je m'adresse maintenant, non pas au président de la PDP, mais aux juristes. Je m'adresse aux juristes dans cette dernière partie de l'émission. Je l'ai bien précisé pour éviter toute forme d'amalgame. Il n'y a pas d'équivoque à ce niveau. Je ne pose pas cette question au président de la PDP, mais puisqu'il est un fin connaisseur du droit et qu'il en connaît plus qu'un rayon, il serait quand même... ce serait quand même un affront de ne pas l'inviter quand même dans ce débat, dans cette polémique, qui pour moi n'est pas du tout une polémique. Il est évident qu'il faille toiletter ce test. Alors, c'est vrai que cela arrange davantage le gouvernement, cela arrange davantage l'exécutif dans l'expression, dans les répressions, dans la restriction de liberté et autres. Je ne vois pas du tout la chose de cette manière, parce que c'est un texte qui est là pour protéger la population, pas du tout pour arranger l'exécutif. Et d'ailleurs, l'exécutif n'a pas à être arrangé ou quoi que ce soit, mais plutôt que ce test... Si au moment de le toiletter, pour moi, l'objectif le plus important est de continuer de protéger la population, et c'est ça l'intérêt c'est ça notre intérêt. La population dont fait partie la population, tout le Bénin. Dont font partie, bien évidemment, les professionnels des médias. Les professionnels des médias, les médecins, les avocats, les ingénieurs, les maçons, les menuisiers. On a besoin de tout le monde pour pouvoir. On doit protéger les données de toutes ces personnes, de toutes ces catégories. Aujourd'hui, au regard de certains articles de ce cadre juridique, peut du jour au lendemain, sur un claquement de doigts, se retrouver privé de sa liberté. Je ne vois pas la chose de cette manière, parce que pour moi, être privé de liberté, c'est parce qu'on a forcément enfreint la loi, et c'est pour ça qu'on est peut-être privé de liberté. Mais sinon, a priori, l'objectif de ce texte, c'est de protéger la population et pas autre chose. Le contraire m'aurait étonné face à un avocat, face à un juriste de votre trempe. Je n'étais pas parti pour vous convaincre, je n'étais pas parti non plus pour... Mais une chose est sûre, je sais que vous savez, que je suis convaincu que vous m'avez compris. Alors donc, je pense que ce qu'il faut retenir... Je reste convaincu que vous m'avez compris sur ce qui est de la nécessité, sur ce qui est de la pertinence, de la révision, du toilettage de ces articles qui... oui, alors je vous dirais que les choses... antithétiques à l'expression, je dirais, de la profession de médias. Alors, moi, je vous dirais que les choses sont faites pour être améliorées. Que ce soit qu'on parle des médias ou qu'on parle de l'éducation. Et aurait pu l'être plus beau. Oui, mais il faut laisser le temps d'améliorer les choses. C'est à partir des constats qu'on améliore, parce qu'aucun test n'est perfectible. Donc, aucun test n'est parfait. Les tests sont perfectibles. Le temps, d'accord. Mais pas après avoir fermé tous les médias, pas après avoir mettre en tôle tous les confrères. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que je n'ai pas les mêmes informations que vous, et je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier ces informations. Donc je me contenterai de dire simplement que nous, notre mandat, je reviens au sujet pour lequel on m'a invité, c'est de protéger donc les données personnelles, et nous y travaillons vraiment nuit et jour pour pouvoir y arriver dans la mesure de nos possibilités. Et justement, pour conclure ce numéro de franc-parler, Monsieur le Président Luciano Ronponou, on va, pour les amis auditeurs qui viennent à l'instant même de nous rejoindre, faire un bref résumé de l'essentiel de ce que constitue la mission de l'APDP. Alors, l'essentiel, c'est de faire en sorte que l'informatique soit au service du droit. C'est-à-dire que les données qui sont collectées soient... La finalité donc de ces données soit respectée. Qu'on ne doit pas
utiliser ces données à des fins donc autres que celles pour lesquelles c'est destiné, si je vais prendre un numéro de téléphone, que mes données ne soient pas partagées avec des sociétés de publicité pour être inondées de publicité, par exemple, pour ne donner que cet exemple, que ces données doivent être conservées pendant un certain délai. Ensuite, passé ce délai, doivent être archivées encore pendant un délai, et à la fin de l'archivage, que ces données doivent être détruites, purement et simplement. Qu'il faut faire une mise en conformité par rapport au code du numérique, c'est-à-dire, si on veut collecter des données, on doit être autorisé à les collecter. Si on veut installer des caméras, ou quand bien on en a, il faut se rapprocher de la PDP pour avoir une autorisation d'installation de caméras, parce que des conditions sont définies pour pouvoir installer une caméra. Que quand vos données sont violées, vous avez la possibilité de porter plainte devant la PDP. Il y a des structures internes qui permettent de traiter ces plaintes et même de donner des sanctions qui sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. Il y a des conditions pour pouvoir traiter et collecter les données des personnes. Il y a des pictogrammes qu'il faut mettre dans les structures. Quand on a des caméras qui sont à l'interne, il faut prévenir l'usager qui vient, qui a effectivement une caméra qui est en train de filmer. Donc un certain nombre d'éléments qui permettent d'arriver à la protection des données de nos populations. Alors, il y a un numéro vert. C'est le numéro 150. C'est un numéro vert, c'est-à-dire c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir du crédit dans son téléphone pour appeler ce numéro. Oui, c'est un numéro vert. Donc, comme le nom l'indique, c'est vert, c'est gratuit. Rappelez-moi le numéro. 150. 150. En appelant ce numéro, il y a une ligne d'information, des standardistes qui sont derrière, qui décrochent et qui répondent à toutes les questions liées à la protection des données, et qui invitent même la population à se rapprocher de nos structures pour avoir de plus amples informations. Pardon. Monsieur le Président Luciano Ronkonou, la page, notre compte WhatsApp me signale deux petites questions. Je crois qu'on va pouvoir en consommer en 1 minute. Rassurez-vous. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de la PDP face à la numérisation des décisions de justice? Alors, des décisions de justice... C'est une question de M. Nonvillon. Oui, les décisions de justice sont des décisions qui sont rendues en audience publique, dont n'ont pas à être cachées, dont n'ont pas à être cachées du public. On parle de décisions de justice rendues en audience publique. Donc, il s'agit donc de décisions qui sont à la portée du public. À partir de ce moment, la PDP n'a pas une responsabilité particulière en ce qui concerne la numérisation de ces décisions, puisqu'il s'agit de décisions de justice, et des décisions qui sont destinées à être ventilées partout. Ce n'est pas des décisions qu'il faut cacher. Donc, à partir de ce moment, nous n'avons pas de responsabilité spécifique par rapport à la digitalisation de ces décisions. Ben merci à vous pour ce moment d'échange, de partage qui nous a permis d'entrer dans l'économie de cette instance de la République qui est l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Nous en savons davantage sur les missions de cette instance, les actions sur le terrain, vos difficultés, vos défis bien évidemment, la procédure de saisine aussi. Franchement, merci Monsieur Luciano Ronkonou. Quelques secondes, un mot de la fin ou un appel au public. Je vous remercie, Monsieur Davor, pour cette belle discussion que nous avons eue ce matin. Je remercie le public. Je les remercie pour toutes les questions qui ont été posées. Ça prouve qu'il y a un intérêt à connaître davantage notre institution, ce qui nous met la pression pour qu'on fasse encore plus de sensibilisation que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais merci à vous. C'était notre belle immersion à l'autorité de protection des données à caractère personnel, la PDP. Enjeux, missions et perspectives, c'était franc-parler avec le président de l'instance, Monsieur Luciano Ronkonou. Job Tipé,
à gérer, de mettre la caméra principale afin de nourrir de fond en comble nos différentes plateformes digitales. En direct, je suis Loris Freddy Davo et tout ceci a été possible grâce à Ghislain Agbangba qui nous a permis d'investir vos différentes demeures. C'était Franc-Parler. Franc-Parler